Les podcasts de Blast. Bonjour. 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 Bon, c'est ici le rassemblement des pro-Macron, c'est ça? Ah oui, pro-Macron, ouais. C'est ici. En France, je ne sais pas combien il en reste. En Lorraine, et même dans le Grand Est, j'ai bien cherché. Je n'en ai trouvé qu'une poignée. Saint-Avold, Auny, Aumesse. Les derniers ronds-points de ma région, où les gilets jaunes se réunissent toujours, chaque samedi ou presque, sont tous situés en Moselle. Mais tous les gilets jaunes que j'ai pu rencontrer le reconnaissent volontiers. S'il est un rond-point qui n'a jamais cessé d'être occupé depuis pratiquement le premier jour, au moins une fois par semaine, même au pic des restrictions sanitaires, c'est bien celui d'Aumesse. Comment votre prénom? Clément. Clément, ouais. Vous avez quel âge? 60 ans. Vous étiez là dès le début, vous êtes arrivé quand? Moi, je suis arrivé janvier 2019. Mais j'étais là avant. Je passais ici, je ramenais je ramène des cours, j'achetais de l'essence, j'achetais des bouteilles de gaz, je leur donnais de l'argent. Après, je me suis mis avec eux, je suis resté avec eux. Tu vois, quand je te disais Clément et Daniel, c'est eux deux. Tu sais que je t'ai dit, ils sont toujours sur le rond-point, ils sont toujours actifs, il y a toujours quelqu'un qui fait que... Daniel? Oui, Venez, Daniel. il y a toujours quelqu'un. On est un ou deux ou trois, mais il y a toujours quelqu'un le samedi ici. Ah voilà, il y a encore du soutien. On est venu et puis on s'est incrusté après. On est resté. Parce que nous, on peut manger du pain et du fromage. C'est pas grave. Mais nos petits-enfants et nos enfants, quel avenir ils ont? Qu'est-ce qui fait que vous êtes entré dans le mouvement alors? Ça, Là, vous nous montrez votre pancarte. C'est une grande pancarte avec un long texte. voilà. Alors, c'est quoi le texte? Vous pouvez nous le lire, Clément? Une histoire de France. et Franck. Macron est en train de détruire la France. Je n'oublie pas qu'il y a une colère, une indignation. Et cette indignation, beaucoup d'entre nous, beaucoup de Français peuvent la partager. Il a été mis à la tête du gouvernement pour faire office de tueur à gages de l'oligarchie financière, Je la ressens comme juste à bien des égards. chargé de détruire les droits sociaux du peuple français. C'est ce qui arrive en ce moment. On ne peut pas dire que c'est pas vrai. Ce sont 40 années de malaise qui ressurgissent. Il a été mal poli avec le peuple. Feignant. Voilà. Il nous a traités de feignants. Voilà. Il vaut pas mieux que nous. Voilà. Et il vaut pas mieux que nous. Cela vient de très loin, Je ne céderai rien, mais c'est là, ni aux fainéants, maintenant. ni aux cyniques. Qui nous disent, si vous cherchez du travail, de traverser la route. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. On l'a traversé la route, mais on n'a rien trouvé. Sans doute, n'avons-nous pas su depuis 1 an et demi y apporter une réponse suffisamment rapide et forte. Il est en train de détruire la sécurité sociale, les hôpitaux, il est en train de les détruire. Je prends ma part de cette responsabilité. Pendant le Covid, au lieu de remettre des lits, il les a supprimés. Il ne veut plus d'hôpital. Moi, à mon avis, il veut que ça se passe comme en Amérique. Tout est privé. Il a pu m'arriver de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités. Son dénigrement, sa façon de pointer du doigt des citoyens, de les rabaisser en disant, par exemple, les Gilets jaunes, c'était des homophobes, des antisémites, des terroristes. Les porte-voix d'une foule haineuse s'en prennent aux élus, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous. Par mes propos, il a dit. Ouais, par les LBD aussi. Ouais. La première gilet jaune, Du dernier rond-point. épisode 4. Le mouvement des Gilets jaunes, pour moi, ça a débuté déjà sur les réseaux. Je voyais des partages de « mettez votre gilet sur le tableau de bord » et tout ça. Donc moi, c'était au mois d'août que j'ai mis mon gilet jaune sur le tableau de bord et je voyais les gilets jaunes fleurir sur le tableau de bord. Donc j'étais un peu contente en disant « ouais, ça prend forme ». Donc du coup, on se sent un peu moins seul. Ça signifiait pour moi un mécontentement parce que je suis aidante et j'ai rien. J'ai pas d'aide ni pour accompagner Franck, ni pour accompagner ma mère, ni rien. Quand on dit aussi que les Gilets jaunes vivent sur l'aide de l'État qui profite, je ne profite de rien du tout. C'est justement l'État qui profite de nous, quoi, limite. Moi, ça fait donc depuis 2017 où je suis aidante. J'ai choisi de faire que ça parce qu'il y a personne qui peut nous aider, entre guillemets, pour prendre le relais. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un d'épileptique à côté de toi, tu peux pas non plus le laisser s'il chute, s'il est tout seul, et que toi, tu es au travail, tu le redécouvres après. Ou ma mère qui est dans un état sa santé est très, très précaire.
Je veux dire, moi, la nuit, je suis à côté de ma mère. Donc, je suis, entre guillemets, garde-malade. Tu dors près d'elle? Oui, sur le canapé. Toutes les nuits? Oui, parce que maintenant, elle a des vertiges. Donc, je la laisse pas. Elle m'aide dans ma toilette. Que je ne peux pas me baisser. J'ai cassé le col du fémur. Je ne suis plus là. Regardez, j'ai le cathéter là, j'ai la poche là. Comment je fais pour prendre une douche? Donc c'est une poche qui est reliée à votre intestin. Mais elle me change ma poche parce que j'ai les infirmières tous les jours. Vous avez vu? Hein, c'est ou le matin ou l'après-midi. Mais à 5 heures du matin, les infirmières ne viennent pas. Donc c'est ma fille qui fait le rôle. Je lui change sa stomie avant qu'elle aille en dialyse à 5 heures du matin. Si je ne serais pas là, en fait, elle partirait avec sa poche sale. Elle partirait déjà avec un mal-être dans un milieu médical où tu sais que tu dois être vacciné pour rentrer, mais tu n'es pas obligé d'avoir fait ta toilette avant. Tu vois. Donc, ouais, c'est des bonus que je lui donne, mais pour moi, c'est quand même humain. Je parle plus de dignité humaine. Et puis c'est mon rôle de laver ma maman. Moi, je suis en train de toucher l'allocation de solidarité spécifique. C'est quand on a une fin d'allocation d'aide au retour à l'emploi. Donc, c'est parce que j'ai travaillé avant pour avoir 127 € tous les mois. Hein. Franck, il touche une pension d'invalidité, mais c'est dû à son travail. Ben moi, je touche la pension d'invalidité de la France, l'invalidité du Luxembourg. Je suis passé de 2700 à 1500 € en 6 mois. Béatrice, elle touche sa pension de réversion. Donc on fait 3500 pour 4. Comme j'ai toujours dit, hein, et je ne le cache pas, que c'est mes choix de vivre avec un petit budget parce que je privilégie ma vie familiale. Parce que je pense que c'est le plus important de vivre, de bien vivre avec les siens que pleurer parce que quand il sera trop tard, de dire j'aurais pu faire ça ou ça. Moi, je sais que tout ce que je fais, je regrette rien. Même si c'est galère financièrement. Voilà. Et un peu de rêve en ce moment, ça fait pas de mal du tout. À la une de l'actualité, en effet, encore aujourd'hui, la grogne contre les impôts, les taxes, avec ces fameux rassemblements de gilets jaunes demain dans toute la France. Personne ne peut dire quelle sera l'importance de la mobilisation, un mouvement tout à fait hors du commun en tout cas. En tout cas, le ministère de l'Intérieur qui suit de très près cette journée annonce en tout 2000 actions et 125 000 manifestants. Une mobilisation sans précédent, imprévisible et surtout le territoire, nouvelle par sa forme et dans le profil de ses manifestants, celui des mères de famille, de ses collègues ou de ses voisins. Partout, même sur la place de l'Étoile, liberté, j'écris ton nom. Ces murs garderont en mémoire que les gilets jaunes triompheront. Les gilets jaunes, ça a été un moyen de s'évader de toute cette maladie. Pour Aurélie, oui. C'était sa boîte de secours. Elle avait besoin de s'évader. Donc en octobre, voilà, j'espérais qu'il y ait quelque chose qui se passe. Après, il y a eu novembre. Il y a eu novembre. J'ai été à la mairie d'abord. J'ai demandé parce que... T'as demandé l'autorisation de bloquer un rond-point à la mairie? Ouais. Et le maire, il t'a dit oui, bah, tout à fait, alors vous venez samedi matin, 10h30. Il m'a pas reçu. Pas tout de suite. J'ai été à la mairie pour être correcte et puis j'ai pas à me cacher. De toute façon, je me suis jamais cachée sur le rond-point et voilà, qu'il le veuille ou pas, que ce soit la mairie d'Aumesse ou n'importe qui. Hein. Parce que là, c'est une mairie communiste. C'est une mairie de gauche, mais si pas communiste. Mais si t'étais dans une ville de droite, t'aurais été aussi demandé à la mairie? Ben, rappelle-toi... Non, je sais pas. J'avais mis sur Facebook que ça serait bien qu'Aumesse se bouge. Parce que tout le monde avait, quand tu les croises, tu vois, à l'Inter, ils ont tous le gilet jaune sur le tableau de bord. Ben ouais, mais
on peut se rencontrer, quoi, justement. On montre, vu que ça prend un peu partout en France, donc nous, on est là. Puis j'ai eu, du coup, Véro et puis sa fille qui sont venus avec moi, que je connaissais pas. Hein. Ils étaient tous les deux aide à la personne. Et on s'est échangé les numéros de téléphone. Ils sont venus à la maison. Et puis le soir, on a été chercher des palettes. Donc le vendredi soir, on a chargé les 2 voitures. Nous, 3 femmes, hein. On a mis dans le coffre. Et en fait, on a commencé à vouloir se positionner sur le rond-point le soir. Et on a vu une camionnette de gendarmerie. Ce qui est normal, vu que j'avais prévu. Donc, on a joué au chat et à la souris. On est rentré chez moi ici, on a rebu un café. On a repris la voiture, on a fait style de se promener. Donc, c'était un jeu du chat et de la souris nocturne, quoi. Oui, voilà. Nocturne. Nous, on avait commencé déjà à 21h, 22h. On a tourné, je crois que c'était jusqu'à 4h du matin, un truc comme ça. Je crois qu'on avait mis la palette après vers 5h en une voie, le rond-point. Vous avez laissé une voie. Une voie, voilà. Vous êtes sympa, quoi. Ouais, on est sympa. Donc, 4h du matin, vous investissez le rond-point. Ouais. On met palettes et parasols. Fin du jeu du chat et de la souris. Ouais. Et à 6h du matin 6h, voilà. 6h, on commençait à se mettre sur chaque terre-plein des 4 voies. Et là, les gens, en fait, ils s'arrêtaient. Et puis, ils venaient nous rejoindre. Ou alors, il y en a, ils passaient. Mais ils n'étaient pas encore plus ou moins virulents. Je pense qu'ils ont peut-être dit, c'est peut-être l'histoire d'un samedi, quoi. Et puis après, ils remballent. Mais non. Et à quoi a ressemblé le reste de la journée? T'as fini par aller te coucher ou t'es resté sur le rond-point toute la journée? Non, toute la journée, je suis restée. Il pleuvait, en plus, il faisait froid, mais brouillard. Mais en fait, on s'apercevait même pas de ça parce que c'était un mélange aussi d'excitation, d'adrénaline et tout ça. Non, c'était pas possible. Ouais, non, je suis rentrée, il était vers 18h et on a laissé les palettes. Alors, beaucoup de ronds-points étaient instaurés près des zones commerciales. Nous, c'est au milieu des champs, près d'un blocos. Alors, il est ouvert au cas de vent, hein, on est les pieds dans la boue, on est les pieds... voilà, il n'y a pas de goudron, il n'y a rien du tout, mais il est très, très stratégique. C'est là où c'est qu'il y a la plupart des frontaliers qui y passent et il est auto-bloquant. En fait. On n'a pas besoin de bloquer parce qu'il y a tellement de véhicules que ça ralentit et ça s'arrête tout seul. Des fois, ils étaient même à l'arrêt eux-mêmes. C'était plus intéressant pour nous, pour qu'on soit vus quand on tractait. Et puis, ce rond-point, il était aussi stratégique parce que le but, c'était pas de bloquer ceux qui allaient travailler au Luxembourg, mais de leur faire comprendre à ces travailleurs frontaliers que s'ils vont travailler au Luxembourg, c'est pour accepter de gagner plus ailleurs et sans se battre pour préserver les acquis que nous, on a en France et qu'on n'a plus, d'ailleurs, qui nous enlèvent petit à petit. Tu vois, comme la privatisation de la Sécu, l'hôpital public. Quand tu es frontalier, tu habites en France, tu vas dans ton hôpital. C'est la merde. Ouais, mais justement, bats-toi pour ça. C'est pas, on n'est pas jaloux de leur gain au Luxembourg, hein, au contraire. Parce que s'ils vont se taper 1 heure de bouchon pour aller à leur travail, je ne pense pas que c'est par plaisir. Pour moi, c'est aussi une sorte de migration économique et financière. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Ça va? Ça va et toi? Ça va. On a vu une voiture avec écrit Liberté dessus et l'Olympique de Marseille. C'est ça, c'est moi. C'est la mienne. Bon, ça va, t'es pas trop cassé? Ça va, j'ai dormi 3 heures, mais c'est mieux que rien du tout. Ça va. 3 heures? 3 heures, hier j'ai dormi 1 heure dans la journée, quoi. Hein, donc ça va. Parce que t'as fait la fête, c'est ça? Non, j'ai travaillé. J'ai travaillé de nuit et c'est compliqué de se reposer le matin. Quand il y a du bruit, il y a des travaux. Voilà, c'est compliqué. Tu finis à quelle heure? Alors tu commences à quelle heure? Tu finis à quelle heure? Je commence à 22, je finis à 6h30. Ouf. Oh, après j'aime bien travailler la nuit. T'as repris ton boulot de caissière à la station-service? Oui, mais dans une autre station. Ok. Allez, je t'ouvre la porte. Ok, ça marche.
J'ai le droit à plusieurs essais ou pas? Allez. Alors, Je m'appelle Nathalie. je m'appelle Nathalie, je préfère qu'on m'appelle Nat d'ailleurs. Voilà, j'ai 51 ans, je travaille au Luxembourg dans une station-service et je suis gilet jaune depuis bientôt 4 ans et je serai toujours gilet jaune. Quand je voyais ce qui se passait, les gens qui vivent dehors, tout augmente et eux, en haut, ils ont une vie de pacha, quoi. Je veux dire, attends, les petites gens, quoi. Les gens qui travaillent, comment c'est possible de travailler et de ne pas avoir assez pour bouffer tout le mois? Comment c'est possible? Et les autres, là, ils nous emmènent plein la vue avec leur repas, là. Non, c'est pas possible. Les homards de Rugy. Mais ça, c'était déjà avant. Moi, ça fait des années que j'attendais que quelque chose se passe. Combien de fois, j'ai dit, quand est-ce que les gens vont réagir? Forcément, quand il y a eu les Gilets jaunes, je ne pouvais pas passer à côté, quoi. J'attendais que ça, moi, ça faisait des années. Alors, nous, souvent, toutes les actions qu'on a mis en place, ça partait d'un coup de téléphone ou d'un café ou avec ma petite sorcière, avec Nat, quoi. Elle avait juste à me téléphoner et me dire « Oh, Nat, j'ai pensé à un truc. » Je dis « Oh putain, qu'est-ce que tu vas me faire ?» Et puis elle me partait dans des délires et tout. Et puis en fait, on le faisait et puis ça marchait très bien. On aimait bien faire des choses, on aimait bien rassembler les gens et ça marchait très bien. Voilà, de fil en aiguille, on y allait, on se donnait rendez-vous sur le rond-point et on y allait tous ensemble. Ouais, on a fait... Là, j'ai pas tout qui me vient en tête. On a été lever les barrières pour permettre aux gens de ne pas payer le péage. Ça, on a fait. On a fait beaucoup de petites manifestations, entre guillemets. Que j'oublierai jamais, c'est le 14 juillet, à Paris. On a fait les manifestations mosellanes. Donc sur les Champs-Élysées. Contre le pass sanitaire à Thionville. On a déclaré des manifestations là-bas. Sur Metz aussi, on était déclarant sur... Et on n'était pas en jaune, forcément, parce que Paris en jaune, c'était 135 €. Hein, ou alors, On a exigé les réouvertures de lits, de postes de service dans les réanimations, dans tous les hôpitaux. Des sifflets et des manifestants aussi sur les Champs-Élysées, Lilia Melconian, c'est cela? Et je me suis posé la question, combien il y a de gilets jaunes, en fait? Je dirais une cinquantaine. On brandit des ballons jaunes. On a lutté contre les implantations, dont l'une c'est à Illange, c'est l'usine Kneuf. Est-ce qu'on est 10? Qui fait la fabrication de laine de roche qui est alimentée par le charbon. Est-ce qu'on est 50? Est-ce qu'on est 100? On a lutté aussi contre la carrière de Haudin-le-Tiche. Quand Macron est arrivé faire son petit défilé là. Qui risque d'engendrer beaucoup de pollution, de l'air, de l'eau. Il y avait une copine qui m'a appelée, qui était en direct sur les... Elle me dit, Nat, attention, la voiture, elle arrive. Elle suivait le cortège de la télé et elle me téléphonait pour me dire, il va arriver. Elle savait où j'étais. On a fait aussi, on a lutté contre l'entrepôt d'Amazon qui s'est implanté à Ony. C'est indescriptible l'émotion que j'ai eue parce qu'on ne savait pas combien on était de gilets jaunes puisqu'on n'était pas habillés en gilets jaunes. De demain. Alors, il y a le cortège, on va essayer évidemment de... Il y avait des milliers et des milliers de personnes. Ok. Maintenant vous arrêtez, putain, vous êtes vraiment complètement... Est-ce qu'il y avait des gilets jaunes dedans? Vous comprenez pas ce qui se passe? La cavalerie qui mène le cortège. Il est où l'arrêté préfectoral qui interdit les ballons, ok? La contestation, c'est un droit démocratique, ok? C'est dans la Constitution. Maintenant vous arrêtez vos conneries. C'est véritablement un exploit sportif. Permettez-moi d'écouter ce qui se passe sur ces Champs-Élysées, voir si ces manifestants donnent de la voix ou non. Est-ce qu'on entend ces sifflets? Car ce serait inédit, un président sifflé pour un 14 juillet. Et puis quand il est arrivé et que toutes les personnes, des centaines de milliers, je dis centaines de milliers, je sais pas, ouais, des milliers, en fait, tous les gens, ils ont commencé à chanter contre lui. Ça a été un moment, mais un moment d'extase totale, en fait. On n'était que des gilets jaunes, en fait. Eh bien, le président vient de passer devant nous à l'instant et effectivement, on entend quelques sifflets. Des spectateurs sont venus avec des sifflets ici au milieu des touristes. C'était, 14 juillet. Des ballons jaunes, des ballons en plastique pour manifester. Les policiers
Les CRS sont évidemment sur le qui-vive pour éviter que des manifestants puissent s'infiltrer à l'intérieur du cortège. C'est d'éviter que des drones, par exemple, puisque les drones... On courait dans les rues là, on allait dans les autres sens, voilà. Et à côté de ça, il y a eu des blessés graves et des choses graves qui se sont passées. Non, c'est une journée que j'oublierai pas parce que... Et il y a dans le ciel notamment des tireurs d'élite embarqués sur l'hélicoptère. C'est un des aspects de cette bulle de sécurité qui part du plus bas au plus haut. Parce qu'on était tellement de monde, on était tellement soudés, il y avait des gens qui tombaient, il y avait des autres gens qui ne connaissaient pas, qui allaient les ramasser. La réalité, c'est un cauchemar pour ceux qui rêvent. Je ne peux pas l'expliquer. Il faut l'avoir vécu. C'est ton baptême du sbeu. Pour éviter que des manifestants puissent s'infiltrer à l'intérieur du cortège. Oui, effectivement, c'est vraiment la sécurité maximale. Il est impossible que quelque chose de grave puisse se passer un 14 juillet. Il y a en plus un très grand nombre de chefs d'État. Il s'est déjà passé quelque chose. Vous vous souvenez de l'attentat raté contre le président Chirac? Un tireur avait tenté de l'atteindre. Heureusement, il avait été maîtrisé. France 2, 14 juillet 2019. Alors, l'usine Knauf à Illange, la carrière d'Odaltiche et Amazon à Ony, c'est autant de projets qui ont finalement vu le jour. Malheureusement, oui. On a continué notre combat et c'est pas pour autant qu'on va baisser les bras. La preuve, on a lutté contre l'augmentation des carburants et là, il est encore plus élevé que quand on a commencé la lutte. On n'a pas tout perdu, en fait. On a gagné, c'est que on s'est inscrit dans l'histoire, les Gilets jaunes. On restera quand même. De défaite en défaite jusqu'à la victoire? Ah oui. Il n'y a pas de petites actions. Il n'y a que des grands moments. Masque à gaz, lunettes de ski. Paris retient son souffle, le temps fait du hors-piste. Dame émeute se tient droite parmi les hommes. Sa chevelure de flamme égrenée par une harpiste. Vertige véritable, des moissons verticales. Le fond de l'air est jaune, on y entend les cigales. Les collisions de fleurs perturbant douceur la grisaille. Tir de gli F4, fin du monde inévitable. Je me répète, mais c'est fou ce que tu évoques. Et bien sûr qu'on les emmerde, les visages tristes. Tu me rappelles que personne n'est héros. Non loin, je continue ma vie d'artiste. C'est ton baptême du sbeu, tu vas cracher du feu. Et j'espère que tu entendras sur ta route tes exploits chantés par de vaillants troubadours. Bien sûr qu'on t'accompagnera jusqu'à l'amour. C'est ton baptême du sbeu. Aujourd'hui, mettre un gilet jaune, c'est revêtir la honte. Que chaque samedi sont de pire en pire et de plus en plus radicalisées et haineuses. De convergence des haines, oui, il y a convergence des haines. Je crois que le mot est bon. Le mouvement est à la fois radicalisation, ça on le savait depuis le mois de décembre, mais de crétinisation aussi. C'est-à-dire qu'on est dans le n'importe quoi total. Je trouve qu'on a le droit de critiquer la médiocrité de certains leaders des Gilets jaunes sans se voir taxés comme ça de mépris de classe ou d'élitisme. Ils sont totalement critiquables, ils sont même méprisables. Le racisme, l'antisémitisme, c'est-à-dire que là, la boîte de Pandore de toutes les violences, elle est ouverte et elle déborde. C'est pas Robespierre, c'est Marat sans la culture. Les porte-voix d'une foule haineuse s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels. C'est tout simplement la négation de la France. Et on a fait une collecte de jouets, on a fait venir le Père Noël pour les gens des Gilets jaunes, des gaz aux Gilets jaunes, et des gens d'Omès qui n'avaient pas les moyens d'acheter des jouets pour les enfants. Pourquoi Marie-France, elle avait un tracteur? Bon, parce qu'ils ont un petit tracteur pour le jardin, là, les tracteurs de... Pour la pelouse? Ouais. C'est avec ça que vous avez défilé dans toute Omès? Ouais, mais on n'aurait jamais cru que c'est un tracteur. C'était trop bien fait, en fait. La remorque décorée avec le trône du Père Noël, c'était vraiment... Ça, c'est un beau souvenir, quoi. Quand je vois les enfants qui passaient devant tous les jouets, ils choisissaient leurs petits jouets, tout, c'était super bien. Tu veux pas dire c'était qui le Père Noël? Tu veux pas rompre la magie C'est un de chez nous. C'est un Père Noël de chez nous.
On a voulu garder le symbole. On n'a pas voulu mettre de jaune sur le Père Noël. Et son père, c'était le Père Noël. C'est la joie, ça. C'est tout. Ça l'a toujours marqué, le Père Noël. Bon, elle était émerveillée d'avoir récupéré des jouets pour les donner à d'autres enfants qu'on n'en pas. Comme il y avait avant, on a réussi à faire ça. On a récolté pendant des semaines des jouets pour les enfants. Et ouais, ça a été super. Après, on avait fait une collecte pour les étudiants. Certains étaient même sans papier. On a fait la journée de la femme qui était super. Et des gilets jaunes qui votent Front National ont donné à manger et leur ont donné, on discutait avec, on sympathisait avec. On a réussi à avoir des esthéticiennes, des coiffeuses, un reiki. Ils ont fait des actes et des actions très humaines. Donc pour moi, il y a plus de fâchés que de fachos. Elles ont pu venir se faire coiffer, se faire maquiller, tout gratuitement. C'est tout simplement la négation de la France. Quand je travaillais, que j'étais enfant, j'étais valide, quoi. J'avais un tas de copains. En tombant malade, mais on tous quitté, quoi. Moi, j'ai pas le temps, moi, là, moi, c'est ci, moi, c'est ça. Moi, je te laisse parce que, voilà, j'ai plus besoin de toi. Donc, je me trouvais un peu tout seul, quoi. Et puis, finalement, avec les Gilets jaunes, j'ai redécouvert ce que j'avais perdu, quoi. Des amis, quoi. Surtout des amis, quoi. Ça m'a permis de revivre. Justement, parce que j'ai découvert une grande famille. Finalement, voilà, ça fait 4 ans, maintenant. C'est fini le rond-point d'Aumesse. Les gens, ils disent le rond-point des Gilets jaunes. C'est notre rond-point. Je sais que nous, on peut pas le lâcher, on le lâchera pas, ce rond-point. C'est là, on voit bien les cabanes, c'est plus les cabanes d'avant. Hein. On faisait des cabanes, on avait cuisine équipée et tout dedans. Là, c'est cabanes juste symboliques pour montrer qu'on est là. On lâchera pas. Alors nous, la cabane, d'abord c'était avec du foin, du moins de la paille. Après, on l'a fait en bois. Là, on va faire la collection automne, la collection hiver, collection printemps. On réfléchissait à faire un duplex même. Non, on s'en lasse pas. Une que je préférais énormément, c'était quand on avait notre coin salon. Il y a des lits, il y avait la chambre à coucher. Cuisine, on avait du balator. Des canapés. Il y avait le dortoir. Il y avait le chauffage. Il y avait des toilettes. Il y avait une petite véranda devant. Il y avait à côté, on avait mis un garde où c'est qu'on rangeait tout notre matériel de banc, table. Tout ça, c'était vraiment... C'était une des plus belles cabanes qu'on ait eues. Et elle a duré combien de temps 2 mois. Papy m'avait dit, donc le plus ancien, m'avait dit que quand il neigeait aussi sur les pieds. Oui. Vous avez éprouvé ça? Ah oui, oui, parce qu'il n'y avait pas de baraque. Il n'y avait pas de baraque et ils étaient tous autour du feu. Oui, je me souviens. Ouais. Une petite cabane, comme un abribus, voilà. De là, et puis on mettait le siège, et puis oui, il neigeait, franchement, voilà, c'est historique. On avait un dortoir, on avait aménagé un dortoir, parce qu'on avait marre de se brûler le camp. On a dormi pendant toutes les nuits, pendant 6 mois, à tour de rôle, bien sûr. En hiver, il fait une nuit, il faisait moins 21. C'était sourd et bruyant à la fois, c'est-à-dire qu'on faisait le monde entre nous, on discutait des futurs manifs parce que c'était toujours le samedi. Hein. Il y en a une fois, je faisais la nuit avec papy, on était dehors, donc c'était en hiver. Il faisait moins 5 degrés, mais il faisait tellement papy qui nous faisait des feux, mais incroyables. Papy, c'est un septuagénaire qui s'appelle Roland, c'est ça? C'est papy, voilà, c'est ça. On a passé la nuit dehors, près du feu, donc ça n'avait même pas froid, quoi. On somnolait, en fait, il devait être 3-4 heures du matin et je prenais toujours Laïka quand je faisais la nuit, moi. Et il y a quelqu'un qui est venu tout doucement, il n'avait pas vu qu'on était là et elle, tout de suite, elle s'est levée. Bon, là, par contre, elle a grogné. Hein. On pense que c'était quelqu'un qui voulait nous cramer la cabane, qui n'avait pas vu qu'on était devant. Et j'entendais Laïka qui grognait, je dis, il y a quelque chose, je suis sûre qu'il y a quelqu'un. Et il a pris sa lampe de poche, il a éclairé, on a bien vu quelqu'un qui repartait dans les champs, il a couru, elle voulait courir derrière, bon je ne l'ai pas lâché. Hein. Et on ne l'a jamais chopé. Ce serait le fameux pyromane?
un des pyromanes, parce que je pense qu'on a été brûlés. On ne saura jamais la vérité, quoi. On ne saura jamais qui. Je pense que... Il y en a plusieurs? Oui, moi je pense, c'est mon avis. Non, on sait qu'il y a quand même eu un mot d'ordre 0 rond-point en France, par le grand roi Soleil. Donc il y a une paire d'années, il y a quoi, 3 ans, qu'ils avaient dit 0 rond-point, on rase tout. Donc il y a un agent quelque part de la police, de la DDE, qui est chargé par Emmanuel Macron de régulièrement détruire la cabane de Homais? Je ne sais pas, ou alors c'est un déséquilibré qui fait que... On ne sait pas, malheureusement. Au début, on soupçonne un peu tout le monde. On soupçonnait à un moment même les forces de l'ordre, mais non, je pense pas que ça soit eux, tu vois. Parce que déjà, eux, ça les embête aussi, parce qu'ils doivent intervenir en pleine nuit, ils ont autre chose à faire, et c'est quand même assez dangereux, parce que les flammes, elles vont même sur la route. On a eu quelques images de photos sur la caméra, en fait, de chasseurs. De chasseurs, c'était une caméra de surveillance? Donc, on avait eu 2 images où c'est qu'on voit des têtes dessus, mais c'est indescriptible, quoi. On n'arrive pas... C'était pas une bonne qualité d'image. Et la seule nuit qu'on n'a pas dormi au camp, ils ont brûlé. Voilà. C'est là que ça finit. Au jour d'aujourd'hui, il y a eu 20 cabanes de brûlées. Là, c'est la 20e qui a brûlé aujourd'hui. Aujourd'hui? J'ai participé à la construction de 19. Et comment on peut recréer 19 fois une cabane sans se lasser? Parce qu'à chaque fois qu'ils nous crament, ça nous remotive encore plus, en fait. Parce qu'on sait qu'on dérange. Et de savoir qu'on dérange, c'est aussi une petite victoire. Si on gênait pas, je crois que ça serait pire, en fait. C'est ça le secret de la longévité du rond-point d'Homais? Ouais. On se relève, on se rend debout et on sort plus fort. Ça nous a ressoudés à chaque fois. Et ça crée encore de la cohésion, même avec les autres gilets jaunes aux alentours, ils viennent nous aider à reconstruire. Moi, je suis sacrifié pour les cabanes. J'allais même le dimanche remonter les cabanes. C'est ma fierté. C'était difficile, mais voilà, ça... Le matin, j'allais au centre à Thionville, et puis l'après-midi, j'allais au camp, ou inversement. Qu'est-ce que tu faisais au centre? La rééducation de l'homme. Comment t'arrivais à mettre autant d'énergie là-dedans? Je sais pas. J'en sais rien. Il n'y aurait pas eu d'incendie de rond-point, il y aurait peut-être plus de gilets jaunes d'Homais, il n'y aurait plus d'objectifs à atteindre? Si, il y aurait toujours, mais je pense que ça nous met une hargne encore plus à montrer qu'on est là et de rien lâcher, quoi. Là, on est tous soudés et on est tous ensemble. Il y a eu quelque chose qui s'est créé entre nous et ça, c'est indéfectible. Ça ne pourra jamais s'enlever, ça. Le jour où il y a quelque chose qui va se refaire, voilà, tout le monde sera là. J'en suis sûre, tout le monde sera là. On ne peut pas arrêter. Quand on est gilet jaune, on ne peut pas arrêter. C'est pas possible, on est gilet jaune jusqu'à la fin. Le phénix, c'est l'emblème du gilet jaune, du camp d'Homais. C'est un oiseau qui renouvelle ses cendres, à chaque fois. Toujours plus haut, toujours plus fort. Ça tombe bien, les cendres, elles sont encore chaudes, là. Oui. Ça va, sont chaudes. Lorsque j'étais venu en reportage, pour la première fois sur le rond-point d'Homais, en janvier 2022, je m'étais promis de revenir raconter un jour cette histoire. De la raconter comme vous venez de l'entendre, depuis 4 épisodes, en mettant exactement ces derniers mots. Mais 10 mois et une élection présidentielle plus tard, la fin a légèrement changé. Avant qu'on retourne sur le rond-point avec toi samedi dernier, Aurélie, ça faisait combien de temps que tu n'y étais pas retournée? Depuis le mois d'avril. Alors moi, j'ai eu une intervention chirurgicale fin mars. Donc je me suis mis un peu en retrait sommeil, donc, pour prendre soin de ma santé aussi. Hein. On m'a découvert quelque chose à la poitrine et puis là, ça a été analysé et maintenant, je suis sous traitement. C'est pas non plus cancéreux, hein. Mais voilà, j'ai fait un traitement et je rattaque. Tu as commencé le mouvement en ayant à gérer la maladie de ta maman, la maladie de Franck. Là, maintenant, c'est toi qui es malade?
Ouais, moi je suis un peu impactée, point de vue santé, mais depuis j'ai refait quand même 2 manifs. Hein. Est-ce que c'est vraiment la maladie qu'on t'a découvert qui fait que tu vas plus sur le rond-point? Alors, oui et non. Après, il y a les élections qui ont fait beaucoup de mal, ça je veux dire. Entre nous, on savait depuis longtemps qui vote qui et qui vote quoi. Et comme je t'ai dit, les valeurs du rond-point, c'est pas de jugement. Mais quand on commence à porter un jugement parce que moi, personnellement, j'ai pas été votée, parce que l'un ou l'autre qui sortait, si c'était elle ou l'autre... Si c'était Marine Le Pen ou Emmanuel Macron? Les 2 cas, j'étais pas contente. C'était humainement pas possible pour moi, donc j'avoue. Donc, il y a eu les mots, pas que à Omès, sur d'autres gilets jaunes, en disant que « Ouais, t'as donné tes voix à Macron, donc nanana, tu t'es battu pour rien. » Les gens qui ont voté Marine Le Pen, c'est ce qu'ils reprochaient aux abstentionnistes, aux gens de gauche, etc. Ouais, je pense, parce qu'ils disaient que valait mieux essayer une Marine que être sûr d'avoir un Macron. Qu'est-ce que tu répondais, toi? Je répondais que j'irais à Paris. C'est la première année de ma vie, la première fois de ma vie que je ne vote pas. Et là, c'est pas possible que je reste sur mon canapé. Donc, mon but, ma place, c'était d'aller à Paris. Et ça a été décidé à 11h du matin. On est parti à Paris. Pour aller manifester, on a fait une manif. Bon, on a eu le droit au gazage, on a eu le droit à tout ça, mais... Et depuis? Depuis, j'ai fait 2 manifestations à Metz. Depuis, plus rien. Oui, sur le rond-point. Oui, sur le rond-point. Sur le rond-point. Sur le rond-point. Ah, sur le rond-point. On va faire une photo de classe. On fait une photo? Ou alors une photo de lutte des classes. Je sais pas. Je vais me faire écraser. Prends pas de risque, On est allé pour la première fois depuis 6 mois avec toi sur le rond-point, là, samedi passé. Qu'est-ce que t'as ressenti en y retournant? C'était bizarre. Donc là, on est en plein milieu du rond-point en train de prendre des photos. Il y a la France qui est accroupie à peu près en plein milieu. Allez, on bouge les gilets. Les gilets jaunes qui bougent les gilets. Ça devient vraiment risqué. C'était bizarre parce que moi, ça faisait longtemps que j'étais plus revenue. Tu vois, 6 mois. Ça fait du bien de revenir chez soi. Je vais aller revoir mon équipe. Pour y faire quoi? Parce qu'on ne va pas laisser notre camp comme ça. C'est pas possible. On est là, on lâche rien et on sera là. Toujours et encore plus maintenant après un incendie de cabane. Réalisation France Timmermans et Franck Després. Bougez pas, j'ai pas fini. Ah non, c'est pas fini. Mixage Baptiste Vélan. Musiques originales France Timmermans. Là, les gens, ils pensent que vous allez redormir sur le rond-point ce soir. Ils ont de l'espoir. Un immense merci à Osama, poète, rappeur, auteur des chansons que vous avez entendues dans cet épisode. Son album La crise de Jupiter est téléchargeable sur sa boutique en ligne osama.bandcamp.com. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager partout autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant qui n'appartient ni à Vincent Bolloré, ni à Bernard Arnault, ni au Crédit Mutuel. Nos contenus en libre accès ne sont financés que par les blasteuses, blasters et nos abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr.